Ça va pas, non? Je parierais là-dessus. Alors, c'est sympa de faire des trucs sur le sexisme, mais on parle pas de la taille de la collection d'un rôliste, quoi. C'est pas possible. Une question un peu bizarre, mais qui n'est pas de moi. Il paraît que tu possèdes une belle collection de jeux de rôle. De combien? Alors, il faut que je devine de qui c'est ça? De Didier, peut-être? C'est Didier. Je sais pas du tout. Je sais que ma femme a un petit peu peur que les armoires, enfin pas les armoires, les étagères, quoi, elles sont à l'étage, traversent la dalle et se retrouvent au rez-de-chaussée. Mais je pense que c'est pas vrai du tout. J'ai une collection tout à fait raisonnable. Je sais pas, j'aurais du mal à compter ta collection, mais je sais pas, je dirais minimum 300, je dis dans les 500, quelque chose comme ça. Ça va pas, non? Je parierais là-dessus. Alors, c'est sympa de faire des trucs sur le sexisme, mais on parle pas de la taille de la collection d'un rôliste, quoi. C'est pas possible. Non, globalement, je sais pas du tout, parce que pour le coup, en fait, c'est pas une collection. J'ai effectivement pas mal de jeux, mais il y a beaucoup de jeux que j'ai achetés justement pour les questions de recherche. C'est-à-dire, pendant très longtemps, c'était très compliqué de... On disait beaucoup de choses sur le jeu de rôle, mais sans revenir au jeu, sans les lire. C'est un peu ce que disait Coralie quand elle parlait du fait d'avoir étudié ce qui se passait dans les années 70, par exemple, ou quand je parlais de ces fanzines, entre guillemets. Il y a un moment où si on voulait ne pas dire des conneries, on était obligé d'aller acheter le jeu, quoi. Et c'est sans doute d'ailleurs un des gros problèmes de la recherche en jeu de rôle aujourd'hui, c'est que dans plein d'autres domaines, il y a des choses qui existent, qui sont pris en charge par des professionnels, des bibliothèques, des choses comme ça. Aujourd'hui, si on veut chercher une collection, il faut aller dans des collections privées. Ouais. Et alors, c'est un peu moins vrai avec le PDF. Par exemple, les premières versions de Donjons & Dragons, donc du premier jeu de rôle, sont remises à disposition avec le PDF. On retrouve certains vieux jeux comme ça, mais ça reste très très parcellaire. Donc, oui, effectivement, il y a une collection, mais le but c'était pas d'avoir la totale d'un truc. Le but était d'avoir des bouquins de référence pour pas trop dire de conneries. Bon, dans les faits, j'en dis quand même, mais pas pour ces raisons-là. Donc oui, c'est bien Didier, donc de la boutique Jeux du Monde, qui a vendu la mèche. Enfin, il ne vend pas que la mèche, il vend aussi des jeux de rôle. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver des points de vente pour proposer son jeu? Effectivement, des boutiques de jeux de rôle, il y en a moins. Enfin, des boutiques de jeux qui font du jeu de rôle, il y en a moins que pour d'autres types de jeux de société. C'est sûr qu'on n'est pas dans la grande distribution. Après, des boutiques, moi, si je dis pas de bêtises, la dernière fois qu'on avait regardé sur toute la France, on en avait quoi, entre 30-50, quoi, quelque chose comme ça. Combien tu dis, toi? Je dis 30-50. En fait, ouais, il y a peut-être une centaine de boutiques à peu près qui font du jeu de rôle de façon générale, ouais, mais très très large. Et concrètement, nous, quand on voit ceux à qui on vend nos produits régulièrement, c'est-à-dire ceux qu'on va considérer comme des boutiques réellement actives, etc., c'est peut-être 40, effectivement. Enfin, c'est très très faible. Et dans les 40, on a peut-être 4-5 boutiques qui vont faire une très très grosse partie de notre chiffre d'affaires. Donc, par rapport à... effectivement, par rapport à ce qui se fait dans le jeu de plateau, où déjà, se pose des questions sur le modèle de la boutique, on en a beaucoup, beaucoup moins. Ouais, et puis après, c'est vrai que, vu qu'on a un intermédiaire avec les boutiques, même si on essaye de communiquer un petit peu directement avec elles, c'est difficile de communiquer avec toutes. On a un intermédiaire après qui est notre distributeur. Donc, c'est vrai que, du coup, ça nous donne moins de visibilité. Il y a des maisons d'édition de jeux de rôle qui fonctionnent sans distributeur. Je pense notamment au 7e Cercle. Donc là, oui, ils sont en contact direct avec les boutiques. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Mais c'est vrai que nous, on a ce filtre-là, entre guillemets. Il y a quelques boutiques avec qui on discute beaucoup. Que ce soit Jeux du Monde, que ce soit Philibert, et ce genre de Trollune. Ouais, Trollune aussi. Après, nous, on n'a pas de difficulté dans le sens où notre distributeur là-dessus gère, quoi. Et c'est pas nous de nous en occuper, entre guillemets, quoi. Après, on dit qu'il y a beaucoup de boutiques qui ferment, de moins en moins de boutiques qui font du jeu de rôle.
Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est sûr que même si c'est pas le paradis de la grande distribution où on est présent dans 30 000 points de vente en France, enfin, on se plaint pas, quoi. Encore une fois, par rapport aux jeux de plateau, on a beaucoup moins d'investissement, on a beaucoup moins on a beaucoup moins de ventes. Par contre, on le sait. C'est-à-dire que la variation entre un échec et une réussite, à notre échelle, elle est capitale. Mais par rapport à des jeux qui se vendent à, je sais pas, à 10 000 ou 20 000 exemplaires, encore une fois, la marge d'erreur pour les uns, c'est tout le marché des autres, quoi. Donc, du coup, effectivement, on le sait, même si c'est trop difficile d'ouvrir des nouveaux points de vente, ou enfin d'ouvrir des contacts avec des nouveaux points de vente plutôt. Globalement, on sait à peu près estimer ce qui va se passer. On peut se tromper, bien ou mal, mais on sait au moins gérer pour pas y laisser de plume à peu près, quoi. Donc par rapport à ça, ouais, ça nous permet cette difficulté est bien réelle, mais ça en minimise les impacts par rapport à d'autres marchés. Et être vendu en librairie, c'est quelque chose de possible ou qui a été envisagé? Alors, c'est pas nous qui décidons. En fait, la librairie, contrairement à une boutique de jeux, ça a une spécificité très particulière qu'on appelle les retours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une fois qu'on a un livre qui est dans une boutique de jeux de rôle, elle le vend et puis voilà, quoi, elle l'a acheté au distributeur. En librairie, les retours, c'est-à-dire que les bouquins sont placés en librairie et que s'ils les ont pas vendus, au bout d'un nombre de mois, en général 3 et 6, c'est censé être légal, mais dans la pratique, c'est un petit peu plus, ça bouge plus que ça, la librairie peut très bien prendre votre livre, le mettre dans un carton et puis vous le renvoyer. C'est pour ça que l'édition classique est notamment rendue très difficile par cette spécificité. Il y a eu des tentatives de jeux de rôle en réseau librairie, je pense notamment à l'Enfest, donc l'adaptation de la BD L'Enfest, qui avait, d'un point de vue vente de jeux de rôle, avait été plutôt un beau succès. Je crois qu'on parlait de quelque chose comme 5000 exemplaires vendus. C'est pas 8000 ? Alors moi, ouais, les premiers chiffres que j'avais vus, c'était 5000 et je crois que c'était monté à 8000. Mais pour Soleil, à l'époque, c'était pas assez. Donc ils avaient pas persévéré, mais pour le jeu de rôle, c'est vraiment beaucoup. Voilà, il y a eu d'autres petites tentatives comme ça, et en général, ça a jamais abouti de façon satisfaisante pour les gens qui l'ont mis en place. Donc bien sûr que dans l'absolu, on aimerait être présent en librairie et toucher plus de 2 ans et être aux côtés de gens qui vendent des best-sellers, mais très franchement, dans la pratique et pour avoir vu comment fonctionnait la librairie, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas possible, quoi. Voilà. Coralie, tu as parlé de ta thèse, le jeu de rôle sur table, l'intercréativité de la fiction littéraire. Bravo. C'était en 2015, je crois. Oui, tout à fait. Tu amènes le jeu de rôle dans l'amphi. Tu peux nous en parler un peu? Alors oui, le jeu de rôle dans l'amphi, alors ça c'est pas arrivé avec moi dans l'amphi. En fait, il y a d'autres gens comme Isabelle Perrier, Olivier Caïra qui avaient déjà amené le jeu de rôle à l'université. C'est pas simple parce que ça reste de la culture pop, de la culture populaire, donc en lettres ça a pu être compliqué. Après moi j'ai un petit peu rusé parce que dès le master 1 j'avais déjà étudié le jeu de rôle et j'avais parlé de Lovecraft, donc ça c'était un moyen de quand même de rattacher ça à des choses qui intéressaient plus les professeurs. Mais du coup, le jeu de rôle s'intéresse de plus en plus les universitaires, notamment ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo. Donc moi en plus j'ai fait ma thèse à Paris 13. Il y a notamment des gens comme Vincent Berry là-bas, donc qui bossent sur le jeu vidéo. Donc tout ça fait que ça se recoupe et que même aujourd'hui, si je serais clairement pas prof à l'université, il arrive encore qu'on m'appelle pour des colloques ou ce genre de choses. Parmi d'autres, pour aller parler du jeu de rôle. Mais au début, c'est vrai que c'était difficile parce que déjà ça coupe le fait d'être le jeu et ça coupe le fait d'être un genre populaire. Donc moi, je l'ai fait dans une matière de lettres modernes qui s'appelle la littérature comparée, qui est notamment faite pour explorer les relations de la littérature avec les autres médias ou la culture populaire. Donc ça a été possible de la faire dans cette matière-là avec une directrice de thèse, Anne Larue, qui était super intéressée par tout ça, même si elle connaissait assez peu. Mais bon, voilà, heureusement que c'était aussi à Paris 13, parce que voilà, ils ont les sciences du jeu, ils sont assez ouverts à tout ça. Mais voilà, ça reste difficile. Mais aujourd'hui, vu qu'il y a quand même pas mal de gens qui s'intéressent à la fantasy, à tout ça, à Tolkien, aux jeux vidéo, on arrive à s'insérer dans tout ça, quoi.
Donc plus rarement maintenant depuis l'été 2015 et cette année il y a des colloques, enfin des journées d'études spécialement consacrées aux jeux de rôle. Mais sinon voilà, c'est des tendances qui sont assez récentes. On est en retard par rapport à nos voisins ailleurs en Europe, que ce soit en Allemagne ou par rapport aux Américains, où c'est quand même plus étudié. Et les champions du monde là-dessus, c'est l'Europe du Nord en fait, la Scandinavie. Ils parlent aussi énormément de gènes, beaucoup. Il y a beaucoup de recherches voilà sur les freeforms de gènes ou tous les formats un peu moins mainstream en gènes, c'est-à-dire les grands fans, tout ça. Enfin, ils en font aussi, mais il y a vraiment eu un cœur de chercheurs et d'auteurs de gènes universitaires qui bossent là-dessus depuis beaucoup d'années dans ces pays-là. Mais ouais, je pense que ça va y rentrer petit à petit. Et puis ce qui est génial avec le jeu de rôle, c'est qu'on peut l'étudier dans plein de matières. Olivier Caïra, c'était la sociologie. Isabelle Perrier et moi, c'est via la littérature. Donc du coup, enfin voilà, il y a plein d'angles sur lequel l'étudier. Il y a eu des travaux évidemment en psycho ou ce genre de choses. On peut l'étudier, peut-être des étudiants en théâtre pourraient tout à fait s'y intéresser aussi, quoi. C'est possible de faire des liens. Donc forcément, il y a toujours des gens à qui ça plaît pas, où il y a toujours un peu des barrières. Et clairement, enfin pour le dire franchement, c'est pas avec un sujet de recherche comme le jeu de rôle pour l'instant qu'on fait une carrière à l'université française, mais c'est parce que elle est un petit peu, elle est un petit peu enlisée dans certaines choses et le plus gros compliment qu'on m'a fait à ma soutenance, c'est ça c'est une vraie thèse de recherche, c'est pas une thèse pour avoir un poste. C'est-à-dire voilà, ça reste des sujets qui sont super à étudier parce que bon en plus quand on est passionné, mais même au-delà de ça parce qu'ils sont très peu étudiés. En fait moi la thèse en lettres c'était la première en France sur ce sujet-là en lettres. Il y avait Antoine Dauphren qui avait fait aussi à Paris 13 une thèse sur comment on apprend le savoir historique via le jeu de rôle pour résumer. Et du coup c'est super grisant de défricher un sujet en plus que pour lequel on est passionné, mais disons que voilà, ça reste quand même toujours un petit peu périlleux d'étudier tout ça et ça plaît pas forcément à tout le monde, mais bon voilà, il y a encore il y a des espaces qui se créent où on peut le faire et a priori, je pense que ça devrait aller en s'étendant encore plus, quoi, a priori. Et d'ailleurs, peut-être juste dire que c'est effectivement, comme tu dis, une tendance assez qui arrive ailleurs en fait. Qui arrive ailleurs et qu'on voit par exemple on avait été sollicité pour un bouquin pour aider à former les designers de jeux vidéo à partir des leçons du jeu de rôle en fait. Ça s'était pas fait mais c'est pour dire que ça intéresse bien au-delà de ce cadre-là. Et on avait participé enfin les textes sont pas dans le bouquin final mais on a pas mal aidé les auteurs en question sur un bouquin en fait alors ils appellent ça RPG Studies, donc les études du jeu de rôle, qui va être un espèce de manuel avec le jeu de rôle étudié sous toutes les disciplines possibles et imaginables, toutes celles que tu as évoquées, les sciences de l'éducation, enfin et la psychologie, plein d'autres. Et effectivement, on voit que ça bouge, quoi. On voit que ça bouge, peut-être un peu plus rapidement ailleurs qu'en France. Vous participez aussi à des ateliers sur le game design avec l'association Dès une face. Cela consiste en quoi exactement ? C'est un atelier. Alors il y a il peut avoir des petits ateliers sporadiques de quelques heures, mais là ce qu'on va faire surtout c'est un atelier qui va durer une semaine, donc 30 heures de cours qui aura lieu dans 2 semaines là maintenant. Où en fait ça va être un peu alors nos conseils à nous avec notre expérience à nous sur la création de jeux de rôle avec les différentes étapes que nous on voit ou en tout cas comment les décomposer, c'est-à-dire le fait d'avoir une idée de jeu, le fait de la développer, le fait de faire des playtests, le fait après de rédiger le jeu, de penser au format du jeu, le fait de trouver un éditeur si on a envie de trouver un éditeur ou de passer par l'auto-édition, voilà, et d'aborder un petit peu tout ça et donner des billes aux gens pour en gros aller vite, éviter les erreurs les plus classiques et pouvoir employer leur temps de façon la plus efficace quand ils vont vouloir créer un jeu en fait, quoi. On a tous j'allais dire, des notes éparses dans un coin, dans un grenier quelque part sur
des choses qu'on aurait bien aimé faire, des jeux qu'on aurait bien aimé faire. Et par contre, on n'a pas tous les méthodes ou les savoir-faire pour le faire. Et ça aussi, c'est quelque chose qui s'apprend. Alors ça s'apprend. Il n'y a pas de solution toute faite. Hein. En tout cas, on n'en connaît pas. Par contre, en discutant avec d'autres potes qui ont fait leur jeu aussi, on voit qu'il y a des problèmes communs et un tel ou un tel a trouvé une solution vachement classe pour éviter ce problème, par exemple. Et il y a des petits outils qu'on s'est forgés au fil des ans qui peuvent tout à fait être transmis pour faire gagner du temps. Et c'est ça qu'on va essayer de transmettre avec une dimension atelier assez forte. C'est-à-dire que normalement, les stagiaires, enfin les personnes qui seront au stage, à la fin de la semaine, auront leur proto de jeu. Alors qu'il sera plus ou moins abouti, bien sûr. Mais l'idée, c'est vraiment de les faire travailler sur un jeu et apprendre en travaillant sur un jeu. Coralie et Jérôme, merci. Alors, merci. Merci à toi.